Voilà, le café était rapide, on est désolé, mais on attend Conrad qui est en train de planter des pieux au large de l'Uruguay ou de l'Argentine, je ne sais plus. Donc c'est lui qui nous donnera le timing dès qu'il décroche son téléphone. En attendant, on est avec Clara Coleman, bien connue des services de la base à Lorient, puisqu'elle a œuvré longtemps à Lorient Grand Large et sur la Volvo Ocean Race. Bonjour Clara. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu, en attendant que Conrad décroche s'il arrive à nous entendre, explique-nous un petit peu l'esprit un peu particulier du projet de Conrad. Donc on va juste répéter, Conrad aujourd'hui il est 10e du Vendée Globe. Il est à un peu moins de 6 000 milles de l'arrivée, d'après le classement que j'ai pris ce matin. Et tu m'as dit hier qu'il était auprès dans une dizaine de nœuds et que un peu plus, ça a monté depuis. D'accord. Il a plus de, et en plus il a des problèmes de voile d'avant, il a des voiles de moins, donc il oscille entre son J3 et son code 0. C'est ça ? Oui, donc il espère que le vent va soit monter, soit descendre, mais là ça doit monter, donc je pense qu'il est content. D'accord. Alors oui, explique-nous un petit peu l'esprit particulier du projet de Conrad, de votre projet en termes justement d'énergie. En fait, nous, on a un projet. Conrad, il a toujours voulu faire le Vendée Globe. Il est néo-zélandais, américain, basé à Lorient depuis 6 ans. Il a commencé par la classe mini. Et quand il a décidé de faire le Vendée Globe, on n'avait pas énormément de partenaires. Et on a racheté un bateau de 2004-2005 qui avait pris le départ en 2008 avec Jean-Baptiste de Gentil, et qui avait ensuite pas trop navigué. Et Conrad, il a tout de suite voulu essayer de faire ce tour du monde sans énergie fossile. Donc on a rapidement voulu faire un projet zéro émission. Il avait toujours été inspiré par les précédents projets. Donc c'était Javier Sanso avec Acciona. Sur le dernier, c'était vraiment quelque chose qui l'inspirait. Conrad, il est... Alors qu'il n'avait pas terminé, hein, qui avait perdu sa quille au large des Açores et qui avait... malheureusement. Oui, on a Conrad. Est-ce qu'il nous entend comme ça ou... Non, pas encore. Allô, allô. Conrad, est-ce que tu nous reçois ? C'est toujours assez particulier quand même. Bon, on va continuer en attendant. Vous me ferez signe quand il sera juste là. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé pour l'environnement. Il est un des rares végétariens. Alors, je crois que c'est bon. Conrad, est-ce que tu nous reçois ? Allô, allô, Conrad ? Ici la Cité de la Voile à Lorient, est-ce que tu nous reçois ? Allô, Conrad ? Ah bah oui, je suis là. Salut, comment vas-tu ? Pas trop mal, je suis toujours debout. Après quelques aventures et mes aventures, je suis content de toujours être ici encore. Bon, fais-nous rapidement, nous on est enfermés dans une salle noire avec des fauteuils rouges à regarder des diapositives. Fais-nous une petite photo de là où tu es, des conditions que tu rencontres. Ouais, juste pour changer, parce que franchement ça ne m'est jamais arrivé pendant ces courses. Tout est gris dehors. C'est comme le maire de Sceaux toujours. J'ai un maire assez plat, je suis en train de remonter au près avec 18 nœuds de vent, donc je fais 12, des fois presque 13 nœuds sur la surface, donc pour un vieux bateau qui tape le près, c'est pas trop mal. Donc condition parfaite pour faire le prêt. J'avance bien. Bon, parfait. Donc le moral est bon ? Oui, je passais à 2 doigts de passer la course plusieurs fois. Donc le moral est toujours bien dès que je suis toujours debout et toujours dans la course. Donc oui, je suis content. Bon, alors écoute, tu sais qu'on est ici à la Cité de la Voile pour parler d'énergie en course.
Est-ce que tu peux, après nous avoir donné la météo et l'état de ton moral, est-ce que tu peux nous donner l'état de tes batteries? Les tas de batteries, ils sont à 94%. Donc, pour le dire qu'ils sont bien chargés, ils sont comme moi, ils ont la pêche, la patate. Bref, c'est comme le rayon de verdure et de fruits et légumes ici. Donc, et la raison qu'ils ont autant de patates, c'est parce qu'ils sont chargés par un moteur électrique. Je suis parti avec quelques panneaux solaires dans le grand voile, qui assez rapidement a pas tenu le rythme. Donc actuellement, ils sont plutôt décoratifs plus qu'autre chose. Et les panneaux solaires collés sur la cabine, qui absorbent tellement d'énergie que j'ai eu un peu électrique. Donc on peut dire que le panneau solaire, ça dévie fort. Mais la plupart de l'énergie est venue de mon hydrogénateur qui, pour la première fois dans la classe IMOCA, c'est mon moteur principal. Donc pendant le chantier d'hiver, j'ai retiré le moteur diesel et je l'ai remplacé avec un petit moteur électrique qui est la même puissance, pour le dire, à 40 jours que tous mes concurrents, sauf que c'est la taille d'un potiron. Et il a le double de capacité pour soit faire la propulsion ou soit faire la régénération. Et son gros avantage, c'est que ça utilise l'hélice principale du bateau, qui ça veut dire que c'est un gros machin en laiton, et donc c'est costaud, c'est fiable, c'est protégé parce que c'est juste derrière le quai, et c'est surtout son débit est 10 fois celle que mes concurrents qui utilisent le petit hélice qui traîne derrière le bateau. C'est un super système. D'accord. Est-ce que tu es globalement, depuis le début de ton Vendée Globe, est-ce que tu es satisfait des choix technologiques que tu as fait en matière d'énergie? Oui, tout à fait, je suis très content. Parce que c'est un système fiable et robuste. Et pas juste, ça casse pas. C'est robuste dans le sens que pour pouvoir passer la jauge pour l'alimentaire qui demande certaines autonomies, je suis obligé d'avoir des batteries. Donc j'ai une grosse parc de batteries en lithium, 16 kW pour ceux qui sont motivés pour savoir, qui ça veut dire que je suis capable de stocker presque une semaine d'autonomie pour les besoins pour le bateau. Donc ceux qui utilisent l'énergie à bord, c'est le pompe hydraulique pour faire basculer le quai, c'est surtout le pilote automatique et les instruments. C'est le système de communication satellite comme ce qu'on est en train d'utiliser maintenant. Donc j'ai dit que c'est robuste dans le sens que dans un cas d'FF1 ou un problème, j'ai un tampon d'énergie stocké sur le bateau que j'ai quelques jours à bricoler pour trouver la solution et pendant cette période-là, le bateau faut toujours avancer à 100%. En comparaison avec les autres, eux, ils savent que juste quelques heures d'énergie, ils sont toujours sous le fouet des besoins de charger la batterie en permanence. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé des panneaux solaires, de tes voiles avec des panneaux solaires intégrés dedans, et j'ai cru comprendre que ça n'avait pas très bien fonctionné. Non, effectivement, c'est difficile à faire fonctionner les systèmes électriques dans la présence de dame nature, mais surtout de l'eau salée. Et les panneaux solaires dans les voiles sont un film
super souple. Par exemple, il est capable d'être enroulé autour d'un crayon. Mais il faut être protégé. Et du coup, il est mis sous vide entre deux pots de plastique. Mais quand même, l'eau ça a infiltré et du coup, ça marche plus. Donc, c'est difficile à garder le système électronique en bon état et finalement pour essayer de garder le panneau solaire en état quand ils sont souples, quand ils sont attachés sur la base souple comme le voile et quand ils sont hissés 15 cm dans l'air, finalement c'est pas la bonne solution. Donc c'est mieux d'avoir des panneaux plus costauds et posés sur le bateau pour que je puisse intervenir dans les cas de problème. Plutôt que dans la Grand Val, d'accord. Au fait, au final, tu n'en avais pas besoin parce que tu n'as pas eu de problème de production d'énergie. Tout le reste suffisait à bord. Oui, mon moteur Oceanvolt, je suis bien. Et du coup, heureusement que je me suis parti avec les deux fenêtres. Parce que au début, j'imaginais que je vais faire le tour, surtout avec le solaire, que le moteur était le backup, mais j'étais assez rapidement appuyé sur le backup. Ok. Pour tout faire. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup, Conrad. On va t'applaudir. Tous les gens qui sont là vont t'applaudir. Et puis on t'attend au Sable d'Olonne et ensuite à Lorient, évidemment. Est-ce que tu as déjà une petite idée du moment où tu vas arriver? Ouais, le 13 février, midi 30. Ok, c'est noté, le 13 février à midi 30, juste avant la Saint-Valentin, c'est parfait. Merci Conrad, bonne nave. Je vais faire mon mieux, merci bien. À plus. Bye bye. Voilà, j'ai demandé à Clara si elle voulait lui parler, elle m'a dit non, donc il a intérêt à arriver juste avant la Saint-Valentin. Donc Clara, tu peux juste nous éclaircir donc sur parce que les liaisons sont quand même un petit peu compliquées. Donc il avait le système qu'il y avait à bord, donc il y a les fameuses la grand voile avec des panneaux solaires, mais qui n'a pas tenu le choc. Ouais, bah, on avait déjà, pour être tout à fait honnête, avant le départ, eu une surprise plus ou moins bonne du rendement des panneaux solaires. Qui nous avait été annoncé assez haut et qui, quand ça a été livré, n'était pas énorme. En fait, on avait testé la grand voile sur la Transat New York Les Sables et ça n'avait pas tenu très longtemps. Donc, ils avaient été remplacés avec un système qui était censé tenir un peu plus le choc. Et au final, ça n'a pas tenu très longtemps. Donc c'est sûr que en tout cas, la technologie sur les voiles, ça a été assez décevant. Après, peut-être que c'est seulement sur la course au large. En tout cas, ça s'est pas avéré très efficace. Et du coup, là, pour l'instant, donc il y avait ce système sur les voiles, plus donc le moteur qui sert d'hydrogénérateur, comme il a expliqué, ce qui est en fait sa source principale d'énergie. Voilà. Bah, du coup, je pense que... Du coup, c'est l'hélice, pour qu'on comprenne bien, c'est l'hélice du moteur qui soit propulse, soit quand elle est entraînée. Par rapport à ce qui a été expliqué sur avec Energy Observer, c'est la même chose en fait. Alors, le bateau, par son mouvement, en fait, fait tourner l'hélice qui produit donc l'électricité, qui est stockée dans un parc de batteries, qui est par contre très important. Donc, on rejoint ce qui a été dit ce matin par rapport aux sources d'énergie, c'est-à-dire que l'hydrogénérateur, pour l'instant, le moteur qui fonctionne en tant que... l'hydrolienne, comme c'est plus technique de le dire, produit toute l'énergie du bateau. Il peut donc avoir jusqu'à, ce qu'il disait quand même, c'est presque 5 jours d'autonomie, ce qui est assez énorme, mais donc il a quand même 9 batteries à bord. Donc c'est vrai qu'au niveau du poids, c'est à peu près équivalent par rapport à un moteur thermique, parce qu'on a un moteur qui fait la taille d'un potiron, mais avec 9 batteries, donc le poids est équivalent par rapport à un moteur thermique. On a aussi des panneaux solaires en fait qui ont été ajoutés sur le roof et on a un hydrogénérateur Watt&C en secours qui sera sorti si besoin. Qui est à vendre en rentrant, emballé, qui sera repris par Watt&C.
Ok. Et il avait eu des problèmes. Il a eu un incendie à bord, un début d'incendie à bord. C'est pas lié à son dispositif énergétique. Et avec la photo incroyable, on voit la cabine noircie et tout. C'était en fait les panneaux c'était le transformateur des panneaux solaires qui sont sur le roof qui a pris un coup de chaud. Et en fait, il a senti l'odeur de brûlé, mais n'a pas trouvé la source tout de suite. Et malheureusement, le temps d'aller prendre un riz, quand il est rentré, c'était un petit peu chaud à l'intérieur. Au sens propre du terme. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le projet de Conrad et de Clara? Donc c'est la preuve quand même qu'a priori on peut faire le tour du monde. L'idée, oui, c'est encore pour rejoindre, juste parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter juste avant, mais nous, l'idée de ce projet, c'est effectivement de prouver que si c'est réalisable dans de la course au large, donc dans des conditions qui sont quand même bien sportive tout du long, c'est que ça peut être applicable à évidemment d'autres classes de bateaux et puis surtout le plaisancier lambda, puisque l'idée c'est de prouver que c'est des technologies qui marchent très bien et qui devraient se généraliser de plus en plus, parce que c'est le futur, en tout cas sur les voiliers. C'est génial de pouvoir naviguer en utilisant le soleil, le vent et juste le mouvement de l'eau. Comment ça se passe au niveau de la jauge par contre? C'est-à-dire que l'IMOCA n'impose pas de moteur thermique ou il y a une dérogation? Comment ça s'est passé? Alors, je ne parlerai pas de dérogation. En fait, on a dû emmener de toute façon une génératrice. D'accord. Donc, on a une petite génératrice de backup avec 40 litres de gasoil. Donc, ça n'a pas été très facile parce que ça n'a jamais été fait. Donc, il a fallu un petit peu négocier. Mais finalement, je pense que tout le monde est intéressé à savoir si ça peut marcher à un moment donné. Et ce qui est assez... J'ai perdu le fil de ma pensée. C'était une question sur la jauge et la manière dont vous avez négocié. Et donc c'était par contre une question qu'on peut se poser par rapport à ce moteur électrique. En fait, toutes les données sont enregistrées par rapport à l'utilisation de ce moteur. Parce qu'effectivement, comment on peut prouver, vu que l'hélice n'est pas plombée, comment on peut prouver qu'on ne l'a pas utilisé en mode propulsion. Donc ça, c'était ça qui embêtait le plus les arbitres. Et donc effectivement, en fait, tout est enregistré et ils peuvent analyser les données et voir que ça a été utilisé donc en mode générateur d'électricité et pas en mode propulsion. D'accord, très bien. Ok. Merci Clara, on peut l'applaudir.